Parfait. Donc, bah, du coup, je suis ravie d'être présente à nouveau. Donc, je sais pas, il y a des personnes, je pense, qui m'ont déjà vue, d'autres pour qui c'est la première fois. Donc, je vais quand même vite fait me représenter pour toutes les personnes qui me connaissent pas. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Moi, c'est Aline et je suis coach. Je suis coach spécialisée dans la gestion des blocages émotionnels. Donc, mon but, en fait, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur activité, dans leur vie, pour les aider, en fait, à surmonter ces blocages, à se rendre compte que quand on arrive à les déconstruire, eh bien, on va beaucoup plus loin. Donc, ça passe par toutes sortes de peurs, de doutes, de manque de confiance, de pensées limitantes, etc., pour réussir à atteindre son plein potentiel. Pourquoi ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui m'a particulièrement touchée dans mon passé d'entrepreneur, puisque moi aussi j'ai fait face à plein de doutes, plein de pensées limitantes qui m'ont freinée et qui m'ont fait perdre ma première société. Donc, du coup, voilà, je me suis donné comme mission maintenant d'aider les autres à ne jamais, jamais couler leur business. Donc, voilà du coup pourquoi je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout particulier. On va parler du syndrome de l'imposteur. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez voir un petit peu tout ce que je vous ai noté. Tout ce que j'ai écrit là, tout ce que vous allez voir, c'est un PDF qui vous sera donné. Ok, je vais le faire passer à Marion, tout ça, donc il n'y a pas de souci, vous aurez accès à tout. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à prendre des notes également, hein, parce que vous allez voir, je parle beaucoup. Il y a toujours des petits trucs que l'on peut noter. Si vraiment il y avait quelque chose, il y a un bug, vous voyez plus l'écran ou quoi que ce soit, vous mettez votre micro, n'hésitez pas. Et vous m'interrompez, il n'y a absolument aucun souci. Alors, je vous partage tout ça. Tac. On t'entend plus, Aline. Alors, est-ce que là, vous m'entendez maintenant? Oui. Super. Et là, vous voyez Ouais. l'écran? Oui. Ok. Je crois que ça va me le faire à chaque fois que je partage un truc sur Zoom. C'est pas grave, on va y arriver. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de la légitimité et je vais vous prouver que vous êtes toutes bien plus légitimes que vous ne le croyez. Donc, on va se pencher sur ce sujet qui me tient énormément à cœur et qui touche vraiment, vraiment beaucoup de personnes dans tous les domaines, hein. Donc là, on va parler du pro, mais ça peut aussi nous toucher dans le perso, dans le sport, dans ce que vous voulez. On va parler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, si on doit le définir, c'est en fait le sentiment de jamais être légitime, de douter constamment de ses compétences, même si on réussit. C'est-à-dire que même si on a des preuves du succès, ben en fait, on va toujours attribuer la chance, attribuer notre réussite à de la chance, à du hasard, à l'erreur des autres, à se dire non, mais en fait, là, si j'ai réussi, c'est que ça devait pas être si compliqué que ça, c'est que ça devait être vraiment beaucoup plus accessible que je le pensais, ou c'est un coup de bol. Là, c'est un coup de bol, là, je réussis, j'ai atteint telle graduation, j'ai fait une vente, j'ai fait ceci. Mais non, en fait, c'est de la chance, je ne suis pas si forte que ça. Donc, on va voir que déjà, pourquoi est-ce qu'il apparaît? On va voir qu'il y a différents types de syndrome de l'imposteur. Il y a 5 profils que l'on peut attribuer et je vais vous aider à trouver quel est votre profil surtout. On va voir les blocages les plus courants qui se cachent derrière tout ça. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est pas juste un trait de caractère, hein, je me sens pas légitime, bon, ben, on va faire avec, hein, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose de plus profond derrière. Mais surtout, on va voir comment on dépasse tout ça. C'est quand même là la clé de la chose. Donc, comme je vous le disais, le problème du syndrome de l'imposteur, c'est que en gros, on part du principe que quand on réussit, c'est un coup de bol et donc du coup que les autres fois, on ne va pas réussir. Donc forcément, on se met pas dans des bonnes conditions en se disant: «Bah là, la prochaine fois, c'est bon, je suis sûre de moi, je sais que je suis capable, je vais y arriver, je vais faire des ventes, je vais faire, des supers ateliers, je vais développer mon activité comme je le veux». On se met quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Donc on va commencer par comprendre pourquoi est-ce qu'il apparaît. Alors, déjà, on va considérer ça en fait un peu comme une croyance que l'on a en nous et la plupart des croyances, elles arrivent en général dans notre enfance.
Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand on est jeune, on est hyper malléable. Notre cerveau, il est en train de se construire. On a besoin surtout de copier les gens pour se développer, hein. On fait du mimétisme, hein, on le fait pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher. Tout ce que l'on fait, on le copie sur nos modèles, donc nos parents, parce qu'on les voit tout le temps, nos frères et sœurs, nos professeurs, maîtresses et maîtres d'école, la nounou, et cetera, enfin tout notre entourage. On va le Donc si dans notre entourage, du coup, on a des parents qui sont, par exemple, très exigeants ou trop protecteurs ou ce genre de choses, on va grandir en se disant: Moi, c'est jamais assez». OK? Ça peut venir également d'une comparaison excessive, de voir sans arrêt les résultats des autres. Alors sur les réseaux sociaux, ça amplifie un petit peu le problème, mais même partout, hein. On a ce sentiment, en fait, de se dire: «Moi, je suis pas à la hauteur de cette personne». Alors déjà, petit disclaimer, rappelez-vous que 90 de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est faux ou c'est enjolivé, en tout cas. On voit toujours que la belle partie de l'iceberg, hein. On voit pas toutes les fois où les personnes qui réussissent, ratent, pleurent, se dépriment, n'avancent pas, montent des projets et ne réussissent pas. Moi, la première, j'ai monté plein de projets, j'ai fait des flops, mais complets, et 3 semaines après, je mettais un autre projet et là, c'était l'envolée et ça fonctionnait super bien, hein, OK? Donc on communique très peu sur nos échecs, on communique beaucoup sur nos réussites, mais du coup, ça amène à se comparer constamment et à se dire: «Bah, ouais, mais il y a elle, lui, qui a réussi ça, qui vit comme ça, je rêverais de faire pareil. Moi, j'y arrive pas, bah, je suis nulle. C'est que je dois forcément faire quelque chose de mal». Il va y avoir également les exigences sociétales. Alors, en particulier chez les femmes, attention, s'il y a des hommes ici parmi nous, je suis pas en train de dire que les hommes n'ont pas de pression, n'ont pas de charge mentale, c'est juste qu'ils ont pas la même. Pour nous, les femmes, c'est quand même un petit peu plus compliqué de prouver notre valeur et notre force. Parce que même si on est en 2025 aujourd'hui, on part quand même du principe que c'est toujours les hommes qui réussissent l'entrepreneuriat et les femmes qui sont souvent dans l'ombre de quelqu'un. Petite anecdote à ce sujet, quand j'ai monté ma première société avec mon mari, moi j'étais la directrice générale de la société, enfin on a monté 50-50, hein, on travaillait autant dans la société tous les deux. On a fait un projet, un très, très gros projet au Qatar, en gros, je me suis occupée de tout le dossier, c'était très compliqué. Je me suis occupée de tout, j'ai fait des heures incalculables là-dessus, j'ai tout mené de A à Z. Mon mari, à cette époque-là, était sur un autre projet, donc il a pas mis le nez dedans, hein. À la fin du projet, quand tout a été mené à bien, toutes les personnes responsables, de l'autre côté, tous nos clients, ont envoyé un mail à mon mari pour le remercier, pour le féliciter, voilà: «Bravo pour ton travail et tout, bah, tiens, on pourrait faire ça en geste, pour t'aider». Enfin voilà, ils lui ont fait un super beau cadeau, un très, très beau cadeau, et à aucun moment j'ai été citée, alors que tout le projet, je me suis même déplacée à l'étranger et tout, j'ai pris l'avion, enfin des trucs de fou. J'ai jamais été remerciée. Parce que tout le monde partait du principe que dans la société, il y avait le mari et la femme. Donc le mari, c'était la tête pensante, moi j'étais la secrétaire. Voilà. J'étais celle qui allait envoyer des mails, celle qui, mon mari a bien voulu m'embaucher, alors que j'étais quand même la deuxième tête pensante de la société, et que c'était mon bébé à moi aussi. Donc voilà, c'était logique pour les gens que moi je sois la pièce rapportée et mon mari, du coup, l'homme fort, l'homme courageux, c'est lui qui a tout monté. Pour vous dire que, et ça c'était en 2023, hein, donc c'était pas non plus il y a 30 ans, hein. Donc c'est encore très présent dans la société. Les femmes, c'est toujours oui, c'est ton petit passe-temps. Tu as ton petit passe-temps, tu t'ennuies à la maison, tu as décidé de monter une boîte, super, c'est bien mignon ta petite affaire, hein, ton petit business, c'est rigolo quoi. Et par contre, si c'est le mari qui monte une société, là, tout de suite, business plan, on y croit, le mec, il va monter et tout. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup cette pression où on se sent forcément, moi, je le ressens encore dans la société, diminué. Voilà, c'est toujours un passe-temps pour nous. Autre point, le perfectionnisme. Alors le perfectionnisme, attention, ça faisait bien il y a une époque, dans les entretiens d'embauche, hein, c'était le petit truc qu'on se rajoutait: «Ouais, je suis perfectionniste, oh, c'est un défaut», et on le voyait vraiment comme une qualité. C'est vraiment un défaut. Le perfectionnisme, pour le coup, je suis désolée de vous le dire, on va le voir tout à l'heure, mais le perfectionnisme ne vous aide jamais. Vouloir être irréprochable, pardon, ça va amener surtout à croire qu'on n'est jamais assez. Parce que quand on est perfectionniste, attention, on n'atteint pas la perfection, hein. On considère qu'on l'atteint jamais. Donc du coup, oui, on va vouloir travailler plus pour améliorer quelque chose, mais on va surtout tout le temps se dévaloriser et se dire: «Ah, je suis pas capable de faire mieux que ça. J'aurais dû faire mieux que ça». Très souvent, il y a des choses qui se cachent derrière, comme par exemple, des choses très anodines dans notre enfance. Alors attention, je blâme pas les parents, hein, les parents ont fait de merveilleuses choses, mais parfois on fait pas attention. Mais moi, j'ai le souvenir des fois quand on me demandait si j'avais ramené un 16, un 17/20 ou un truc comme ça, quand même une bonne note, heu, il y avait de la question. La première, c'est: «Et X et ta copine et machin, combien elle a eu?» OK, d'accord, pourquoi tu demandes ça? Et surtout, pourquoi tu as perdu 3 points? Voilà. Tu avais 17/20 et c'était tout de suite. Alors, je sais que le fond
de la pensée des parents là-dessus, c'est de dire: «Attends, mais je vais motiver mon enfant à vouloir avoir 20, à être dans l'esprit un peu compétition, ça va le pousser à réviser et à toujours, aller chercher de meilleures notes», c'est bien dans le fond. Par contre, dans la forme, on ne se rend pas compte, mais ça crée des croyances limitantes et ça crée surtout derrière cette volonté de toujours faire plus et de jamais, jamais se dire: «Bravo, ce que j'ai fait, c'était déjà super bien». OK? Donc en fait, il faut trouver le juste milieu entre, se dire que ce qu'on fait, c'est bien, donc quand même, être satisfait de soi, mais toujours se pousser à aller chercher un peu au-dessus. On va voir tout ça. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est souvent le symptôme d'un ou de plusieurs blocages qui sont inconscients, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais qui vont limiter notre confiance en soi et limiter surtout la reconnaissance de notre valeur. OK? Reconnaître sa valeur, c'est pas être prétentieuse, attention, c'est pas être égocentré, c'est pas être, hyper, voilà, les chevilles qui gonflent, pas du tout. Reconnaître sa valeur, c'est se dire: «OK, ça, j'ai vraiment déchiré là-dessus, je suis une machine, c'est trop bien ce que j'ai fait. Je suis trop fière de moi». Ça veut pas dire que je suis prétentieuse, ça veut juste dire que j'arrive à être fière de moi. Donc il faut distinguer un petit peu les 2. Faut pas avoir honte, de se mettre en avant et de se féliciter. On va voir maintenant qu'on a compris un petit peu, d'où ça venait, on va voir les différents types de syndrome de l'imposteur. Il en existe 5 différents. Donc on va voir à chaque fois un peu les origines. Vous allez voir, c'est quand même assez lié, hein, il y en a les différences sont minimes. On va voir un petit peu les croyances qui sont associées, et ça va vous permettre de comprendre par la suite, je vous expliquerai comment, quel est votre type à vous d'imposteur. Donc le premier, c'est le perfectionniste. Le blocage principal de ce perfectionniste, c'est la peur du rejet et la peur du jugement. Alors déjà, avant tout ça, je vais vous faire un tout petit récap pour, soit si vous vous en souvenez plus ou si vous n'étiez pas là la dernière fois, sur le fonctionnement de notre cerveau. Une toute petite parenthèse, je vous promets, ça sera pas long. Notre cerveau, lui, son seul but, c'est que le soir, vous soyez vivant. C'est tout. Donc son but, ça va être de se dire: «OK, qu'est-ce qui est dans notre zone de confort, qu'est-ce que l'on maîtrise, comment faire en sorte que, tout se passe bien aujourd'hui dans notre journée. Une des plus grandes peurs, du cerveau, c'est la peur du rejet. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, où on vivait dans des cavernes en tribu, s'il y avait un élément qui était rejeté de la tribu, cet élément, il mourait, hein. Il avait plus la protection, il avait plus la nourriture, il avait plus, le feu, il avait plus rien. Donc il allait mourir tout seul. Donc il fallait absolument vivre en tribu, vivre en meute pour survivre. Donc de là, ça a ancré un gène en nous, et ça on ne l'enlèvera pas avec les générations, le gène de l'acceptation sociale. Donc si je me sens rejetée d'un cercle, eh bien, je vais me sentir en danger. Donc, mon cerveau va toujours faire en sorte que je ne me fasse pas rejeter ou juger. Si quelqu'un me juge, dans ces cas-là, il va me rejeter. C'est une forme de rejet. Donc, je suis en danger, donc j'ai peur. Donc, du coup, c'est synonyme de mort potentielle pour moi. D'accord? Donc, le but, en fait, de notre cerveau, c'est tout le temps, de faire en sorte que on reste bien dans un cercle, on soit accepté, on fasse pas trop de vagues et on se mette pas en danger. Qu'on essaye de pas aller dans des zones un peu inconnues. Donc, cette peur du rejet, si, on n'a pas envie d'être rejeté, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer de, ne pas trop se mettre, dans une situation où on va être jugé, donc d'être parfaite, hein, d'être dans la perfection comme ça je j'ai pas trop de jugement, je me fais pas rejeter et je suis pas en danger. Vraiment, petite parenthèse pour vous faire comprendre ce système de la peur. Le perfectionnisme, d'où ça peut venir? Donc d'une enfance où l'amour et la reconnaissance, hein, c'était conditionné aux performances. Alors bien évidemment, les parents n'ont jamais dit, «Je t'aime pas si tu as pas une bonne note», quoi. Bien évidemment que non. Mais on sentait quand même que si on décevait la personne, c'était quand même, un gros poids pour nous, OK? De savoir que, enfin moi très souvent la première pensée si j'avais une mauvaise note, c'était tout le temps de me dire: «Mon Dieu, qu'est-ce que vont penser mes parents? Qu'est-ce qu'ils vont dire?» J'avais la boule au ventre, alors, ça m'arrivait pas parce que du coup j'étais, très bonne élève donc, les quelques fois où ça m'est arrivé, c'était, l'apocalypse dans ma tête. Mais la moindre déception, c'était toujours recentré vers eux, c'est: «Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont toujours m'aimer?» En gros, même si je ramène aujourd'hui un 5/20, mon Dieu, surtout en philo, j'avais pas des bonnes notes. Donc du coup, c'était cette grande peur. Il y a des situations familiales où ça peut être beaucoup plus profond, beaucoup plus, enfin voilà, chaque personne a son passif, a sa vie, où on peut avoir des traumas, bien plus puissants, où là vraiment l'amour c'est une condition, hein, OK. On peut retrouver des familles dans lesquelles, malheureusement, on entend du, «Je t'ai pas voulu, je t'ai pas désiré, bon maintenant tu es là, je suis bien obligée de faire avec», enfin des choses très, 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 très lourdes. Donc là, oui, ça laisse un trauma, ça laisse quelque chose qui est vraiment, très puissant. Mais par contre, même dans une vie où ça s'est super bien passé, où vous avez baigné dans l'amour, baigné dans ce que vous voulez, parfois on peut retrouver des toutes petites traces, comme le fait de voilà, d'être déçu par une mauvaise note ou un mauvais comportement à l'école. On a l'impression que voilà, ça y est, on nous rejette
Et ça laisse aussi un blocage, ça crée des blocages. Donc, il n'y a pas forcément besoin de vivre des traumas énormes pour du coup avoir des blocages en soi. Il peut y avoir le point d'une éducation stricte, où l'erreur était punie, voire très mal perçue. Je sais pas, admettons, dans votre famille, il y avait un tonton entrepreneur, je sais pas, dans le bâtiment, j'en sais rien, qui a fait faillite ou qui n'a pas réussi à mener à bien son projet. Et ça a été un peu bon, ben, voilà, le mal vu de la famille. Oh là là, oui, tonton, et donc il n'a pas réussi, il a fait une dépression, sa femme l'a quitté, mon Dieu, on en a fait un cataclysme. Et donc, toi, nécessairement, de ton œil d'enfant, tu as associé échec professionnel, c'est mort, mort subite, là, danger, ultra danger, toute la famille se retourne contre toi, c'est pas possible. Et tu associes au fait aussi que entrepreneuriat égale échec. Et donc, du coup, tu ne grandis pas, tu évolues pas dans l'entrepreneuriat avec des bonnes bases. Tu évolues avec des pensées qui te bloquent. Les comparaisons fréquentes aussi, avec des modèles inatteignables. Merci Instagram pour nous montrer toutes ces nanas, et ces mecs aussi d'ailleurs, il y en a beaucoup, qui ont une vie parfaite, au bord de la plage, qui gagnent 70 milliards d'euros par mois sans travailler, qui sont ultra épanouis, qui ont une vie parfaite, qui ont tout, qui claquent des doigts, il y a tout qui se passe de bien. Oui, il y a des gens qui réussissent super bien, mais par contre, ils ne vous disent pas tout. N'oubliez pas ça. On ne vous dit pas toujours tout. Il y a des gens qui vous mentent, déjà, ça c'est une certitude. Et il y a aussi des gens qui, oui, réussissent, mais par contre, derrière, ils ne vous ont pas vraiment dit que ça avait été dur, qu'il y avait des moments de doute, qu'il y avait des moments d'échec. Donc, il faut toujours faire la part des choses aussi et ne pas se dire, ah, moi, je suis nulle par rapport à cette personne, mais se dire, tiens, bravo à toi, bravo, tu as réussi à faire ça. Je peux peut-être aussi, moi, avoir ce genre de parcours. Il ne faut pas se fermer la porte à ça. Bien souvent, les croyances qui sont associées, c'est en gros, si c'est pas parfait, ça vaut rien. Il faut que ce soit vraiment au-dessus du lot, à la perfection, à la virgule près. Sinon, c'est vraiment nul. Y a pas de, c'est on-off, c'est nul ou bien, mais il n'y a pas de milieu. Donc ça, c'est compliqué. Les erreurs sont un signe de faiblesse. Ça, c'est pareil, très compliqué. Les personnes, il y en a beaucoup qui partent du principe que quand on fait une erreur, c'est que je suis nulle, c'est que je suis faible, que je ne vais pas réussir, donc je ne dois pas le montrer. Je ne dois pas montrer l'erreur. Et je dois être irréprochable pour être appréciée. Encore une fois, lié au rejet, à la peur du rejet. Si je ne suis pas irréprochable et que je ne coche pas toutes les cases, les gens ne vont pas m'aimer, ne vont pas m'apprécier, je n'aurai aucune valeur, donc je vais me retrouver seule. Dans les conséquences, on a beaucoup, beaucoup de procrastination par peur de l'imperfection. Ça paraît insensé. On se dit que si on veut quelque chose de parfait, alors on travaille énormément. Mais non, très souvent, on va repousser un projet en se disant non, mais en fait, c'est pas encore parfait, donc je ne peux pas le mettre au point. J'avais le cas la dernière fois avec une cliente qui voulait faire un site web, absolument. Elle voulait un site web, mais un site web parfait. Elle voulait que le jour où elle le met en ligne, le site web, ce soit le site d'Amazon, quoi. Le truc super bien pensé avec des automatismes de partout. En fait, il y avait tellement de choses qu'elle devait faire avant. Tu vois, elle n'avait pas encore de clients, elle n'avait pas encore d'offres, pas encore de marché, tout ça, qu'elle était déjà à vouloir faire un site web hyper bien travaillé. Et je me disais, mais pourquoi tu veux ton site? Parce qu'en fait, il vaudrait peut-être mieux que tu commences par d'autres petits objectifs. Et en fait, cette perfection l'empêchait de passer à l'action. Parce que comme son site, il n'était jamais parfait, elle repoussait, elle repoussait, elle repoussait des actions qui étaient plus concrètes. On peut avoir des doutes constants sur son travail. On n'est jamais satisfait du résultat. Et ça mène nécessairement à un épuisement. Et ça, c'est pareil, on va déconstruire une autre croyance tout de suite. Le fait de travailler beaucoup, c'est pas ça qui garantit le succès. Ok, ça garantit juste un burn-out. Hein. Travailler beaucoup, peut-être, mais il faut surtout travailler bien. D'accord. Je fais souvent cette analogie, je pense que j'ai dû la faire la dernière fois, je vous la refais quand même, je l'adore. Tu peux passer 35 heures à tondre ta pelouse, si tu n'allumes pas la tondeuse, ça sert à rien que tu y aies passé 35 heures. On est d'accord. Par contre, si tu allumes ta tondeuse, en 1 heure, c'est fait. Ok. Donc, faire beaucoup ne veut pas dire faire bien. Il faut se concentrer sur les bons objectifs. Donc, avoir de l'exigence, oui, mais pas vouloir aller dans l'épuisement. Bien souvent, quand on est dans le profil du perfectionnisme, on se dit je ne suis pas légitime parce que je n'ai pas atteint ce niveau de perfection que je souhaite. Ok, moi, j'ai mis la barre là. Tant que je ne suis pas là, ça veut dire que je suis nulle, en fait. Tout ce que je fais, c'est nul. Alors, soit c'est nous qui nous mettons cette barre, soit c'est quelqu'un qui nous l'a fait comprendre, les parents, le mari, la femme, les collègues, les personnes que l'on voit sur les réseaux ou des personnes avec qui on travaille, etc., qui mettent une barre suffisamment haute et on se dit, il n'y a que là que j'aurai réussi, il n'y a que là que j'aurai de la légitimité, hein, même quand je suis là, je suis nulle. Là, par contre, ça y est, je commence à m'apprécier. Donc ça, c'est le premier profil. Deuxième profil, le profil de l'experte. Vous allez voir, il est assez lié. Petite différence, le profil de l'experte, c'est la peur de ne pas être assez compétente. En tout cas, avoir besoin de tout connaître, tout maîtriser, tout savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question qu'on peut te poser qui te pose une colle. Là, c'est un modèle parental ou éducatif où la valeur, c'est lié à la maîtrise absolue d'un sujet.
Par exemple, si on a, je sais pas, des parents, qui ont une culture G, impressionnante, qui savent tout sur tout, des parents qui sont, ou même d'autres modèles, hein, éducatifs bien sûr, il y a pas que les parents, mais qui maîtrisent tout. Ou alors d'avoir des frères et sœurs qui sont super intelligents, qui connaissent tout, qui comprennent tout très vite et là on se sent vite dévalorisé. Des expériences où le manque de connaissances a conduit à la honte ou à la critique. Ça, moi, je l'ai vécu quand avant j'étais formatrice en biologie et en cosmétologie dans des écoles d'esthétique. J'étais du haut de mes 22 ans, première expérience comme ça à donner des cours. Je me dis: «Waouh, je donne des cours à des personnes plus âgées que moi, c'est bizarre» et il y a un jour, je donne cours et il y a une petite jeune, donc là, c'était une classe où ils étaient plus jeunes que moi. À un moment donné, je dis: «Je sais pas» et la nana me dit: «Mais madame, en fait, pourquoi vous avez dit: "Je sais pas"? Enfin, pourquoi vous dites: "Je sais pas" à ce moment-là? C'est pas normal que vous sachiez pas». Je me suis sentie elle m'a coupé les jambes et je me suis dit: «Mais attends, pourquoi j'ai eu honte de pas savoir?» Non, la question qu'elle me posait, j'avais pas la réponse à ce moment-là. Bah, c'est pas grave et donc ça aurait pu créer un blocage en moi où je me dis: «Ah mais non, maintenant, à partir de maintenant, il faut que je sache tout parce que quand je sais pas, tu as vu l'embarras dans lequel ça te met, c'est pas bon». Donc ça peut être aussi des expériences, pas forcément dans l'enfance, des expériences où, on a été face à un manque de connaissances et où on s'est senti bête et un environnement très compétitif, donc famille, école, travail, business, ce que vous voulez, sport aussi, hein, quand il y a du level, on se dit: «Il faut que je sois aussi là-dedans, donc il faut que je maîtrise tout». Les croyances que l'on va associer, c'est: «Je dois tout savoir avant d'agir». C'est-à-dire, il faut que je maîtrise tout avant de mettre en place mon activité. Par exemple, dans le milieu des huiles essentielles, ça va être de connaître peut-être l'origine d'absolument toutes les huiles, de toutes les plantes, tous les bénéfices, tous les tarifs, avant de vous dire: «Je vais monter mon business plan», avant de me confronter à la clientèle. C'est pas forcément le bon choix, parce que tout ce temps que tu passes à apprendre tout, ou à vouloir te dire: «Mais il faut que je sache faire des tunnels de vente, il faut que je sache faire ça, il faut que je sache faire ça, il faut que je fasse des automatisations, des ceci, il faut que je sois bonne en créa de contenu». Avant de tout maîtriser, il va s'en passer du temps. Alors à moins que tu aies gagné à l'euro million et que du coup, ouais, tu as de quoi vivre en attendant et c'est vraiment un business passion, tu peux le faire tranquillement, mais je crois qu'on n'est pas toutes dans ce cas-là. Donc du coup, si tu veux vraiment que ton activité, elle fonctionne, il faut que tu grandisses avec elle. Et le problème de vouloir tout maîtriser avant, c'est que bien souvent, ça ne va pas coller avec son business. C'est-à-dire qu'on apprend en faisant et surtout en faisant des erreurs. Donc c'est-à-dire que il y a des choses, tu vas t'embêter à les faire, à les créer, ça va te prendre des mois, des semaines à travailler quelque chose de parfait, à vouloir le maîtriser et en fait, quand tu le confrontes au marché, flop total, c'était pas ça qu'il fallait. Donc ça a été qu'une perte de temps. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir bien évidemment un minimum de connaissances, hein. On est là pour, conseiller les gens sur des produits spécifiques, sur des offres, et cetera. Donc il faut maîtriser son sujet, ça c'est indéniable. Par contre, à partir du moment où tu as la connaissance, tu sais ce qui va aller à ta cible, tu sais ce qui va convenir, tu as construit ton modèle, c'est bon, tu peux y aller. Même si tu connais pas la virgule près, le tarif de tout, que tu maîtrises pas encore tout, c'est pas grave. Tu vas tranquillement grandir aussi en même temps que ton activité. Et une autre croyance limitante, c'est: «Les autres vont voir que je ne suis pas si compétente que ça. Donc du coup, je suis une arnaque en fait». Les gens vont se dire: «C'est pas possible, elle ne maîtrise pas tout». Mais là pareil, petit disclaimer, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on maîtrise tout, vous inquiétez pas. On n'a pas l'impression, mais on connaît déjà beaucoup plus de choses sur le sujet que la personne que l'on a en face de nous. Donc quand vous allez parler huiles essentielles avec, des prospects en face de vous, dites-vous qu'eux, ils connaissent vraiment encore moins que vous. Donc vous êtes déjà un expert pour eux. Donc c'est déjà très, très bien. Donc vous allez leur apporter de la connaissance, de la valeur, des notions. Votre expérience, votre expertise, c'est déjà énorme. Donc c'est pas grave si vous ne connaissez pas tous les composants de chaque flacon d'huile essentielle ou de chaque produit qui est distribué par la marque. OK? Les conséquences, c'est que c'est une accumulation de formations sans jamais se sentir prête. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un truc, un atelier à suivre et tout. Donc on est bloqué dans l'action. On a l'impression qu'on n'en sait jamais assez, qu'on n'en a jamais assez. On n'arrive pas à avancer. On procrastine encore beaucoup. Et on a une anxiété avant de, par exemple, parler en public ou de se positionner comme experte dans un domaine. Donc c'est-à-dire qu'on a beau prendre des infos partout, on fait que s'épuiser en fait parce qu'on en a trop en tête. Et à aucun moment on est satisfaite. Ça, c'est jamais un vide que l'on peut combler. Si on ne se sent pas experte, c'est pas en apprenant des choses que l'on comblera ce vide. C'est vraiment un blocage. Donc vous avez beau prendre toutes les formations possibles au monde, ça se comblera jamais. Donc ce qu'on se dit souvent, c'est je suis pas légitime parce que je ne sais pas tout. Si un jour on me demande quelque chose que je ne sais pas, je vais passer pour une idiote. Donc je vais être rejetée. Le troisième profil, c'est le profil du solo. Lui, il a peur d'être un poids pour les autres. Donc là, c'est une éducation souvent qui valorise l'autonomie en excessif, des expériences où quand on a demandé de l'aide, c'était une faiblesse, hein, ou un modèle éducatif où tu demandes de l'aide, c'est que tu es nul, une croyance que l'amour ou la reconnaissance
s'obtiennent en étant forte et indépendante. Voilà. En gros, tais-toi, si c'est dur, le dis pas, parce que tu vas passer pour une loser, tu vas être faible, et c'est pas ça qu'on veut voir de toi. Donc, garde bien ta tristesse pour toi, garde tes problèmes pour toi, ne le dis pas et souris, ça fera très bien. Ça, c'est pas bon, c'est pareil. Ça marche pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, mais au bout d'un moment, forcément, c'est trop, trop de stress, trop d'épuisement, donc ça pète. Ok. C'est vraiment la cocotte minute. Là, les croyances qui sont associées, c'est si je demande de l'aide, c'est que je suis incompétente. C'est vraiment, on part encore du principe que si on maîtrise pas tout, on est vraiment inutile dans la vie. Si je demande de l'aide, les gens vont se dire waouh, t'as demandé de l'aide là-dessus. Ah non, mais pas possible. T'es vraiment, c'est hallucinant, c'est aberrant. Alors que pas du tout. De prouver qu'on peut réussir seul. Alors c'est bien de vouloir se prouver qu'on peut réussir seul. Par contre, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de trop prenant. Se prouver à soi qu'on est capable, tout ça, c'est aussi un motivateur, mais il faut le juste milieu. Il faut se dire que je suis capable seul. Par contre, le jour où j'ai besoin d'aide, je suis capable de le demander aussi. Et la dernière croyance, c'est dépendre des autres, c'est être faible. Voilà, je vais être un poids, je suis un boulet pour les autres. Je ne peux pas demander de l'aide parce que sinon, c'est pas possible. Donc les conséquences, c'est une charge mentale énorme, énorme, donc de l'épuisement. Je vous rappelle encore une fois, quand on est dans ces circuits comme ça de stress, de peur, de doute, vraiment d'épuisement et de surcharge, je vous l'avais expliqué la dernière fois, mais je vous le redis, c'est notre amygdale qui fonctionne au niveau de notre cerveau. Donc, on se met en mode survie. Donc, on court-circuite le cortex préfrontal. Cortex préfrontal, c'est la zone de notre cerveau qui prend les bonnes décisions, qui réfléchit, qui est raisonnée, qui est créative. On ne peut pas enlever ça à un entrepreneur. Si on lui enlève sa créativité, son analyse, sa logique et le recul, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Donc, quand on est dans cette surcharge, on ne prend que des décisions à chaud. Et bien souvent, elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas dans l'analyse, elles ne sont pas stratégiques. Donc ça, c'est pas bon pour nous. Donc, il faut absolument se dire que je ne dois pas m'épuiser. Je ne dois pas être dans ce schéma de charge mentale énorme parce que c'est me desservir moi en tant qu'entrepreneur. On va retrouver une difficulté à déléguer, une tendance à vouloir tout gérer soi-même. Et ça, pareil, c'est pas vraiment possible. Alors au début, oui, hein, quand le business se met en place, on va gérer un petit peu tout parce que aussi financièrement parlant, on ne peut pas déléguer à tout le monde. Par contre, il y a un moment donné, il faut accepter de se dire là-dessus, je peux plus, j'ai plus le temps. Les journées font toutes 24 heures, hein, donc à un moment donné, on ne peut pas pousser les murs. Donc il faut apprendre à se dire intelligemment, je vais essayer de déléguer cette partie. Moi, c'est des choses que j'ai mis en place maintenant dans mon activité. J'ai délégué des items et franchement, je me concentre sur mon cœur de génie, c'est le coaching, et ça change tout. C'est-à-dire que je suis vraiment 1000% dispo dans ce que j'aime. Je suis beaucoup plus créative que de me dire ah tiens là, il faut que j'aille faire tel fichier, machin. Non, je délègue. Tiens, là, il faut que j'aille faire ceci. Je délègue. Je me suis entourée d'une équipe qui me correspond et c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Ok. Et donc, il y a aussi un refus de mentorat ou un refus de coaching, même quand c'est nécessaire, parce que du coup, on se dit, bah non, si je demande de l'aide, ça prouve ma faiblesse. Donc, souvent, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que si je demande de l'aide, c'est que je suis faible, donc je ne serai pas légitime dans mon entreprise parce que je ne vais pas avoir mérité ma réussite. Mais on mérite sa réussite, même si on a demandé de l'aide à un moment donné dans son parcours. C'est vraiment pas lié. Quatrième profil, le super-héros. Lui, il a peur de décevoir les autres. Il a peur de ne pas être assez bon. Il veut toujours être le meilleur, être toujours dans le top des performances. Donc là, pareil, ça peut être une origine où dans l'enfance, il fallait se surpasser pour être aimé. Ou pareil, la condition vraiment pour être aimé, c'est voilà, tu dois être là. Souvent, on compare aux grands frères, aux grandes sœurs qui ont réussi de super études. Si tu en faisais un peu plus, peut-être que du coup, ce serait tirer plus loin, enfin, ce genre de choses. Une croyance inculquée que se reposer, c'est être fainéante, que le repos, c'est de la perte de temps. Pire invention du siècle, ça. Le repos, c'est absolument pas une perte de temps. Le repos, alors il y a repos et repos. Hein. Il y a passé 5 heures sur Netflix au lieu de bosser, ça non. Mais par contre, de temps en temps, quand on sent que la corde commence à tirer, au lieu de se brûler les mains, on prend un temps de pause, on se ressource, on fait quelque chose qui nous oxygène, on refait marcher le cortex préfrontal et on recommence à aller dans le boulot. Donc se reposer, c'est pas de la fainéantise, bien au contraire. Et la pression culturelle ou familiale qu'il faut être performant partout, dans tous les domaines. Donc, il faut être la femme parfaite, la mère parfaite, l'entrepreneur parfaite. Il faut être intelligente, drôle, belle, jeune, sportive. Il faut être toujours impeccable, bien maquillée, bien coiffée, bien ceci, bien botoxée, bien habillée, tout ce qu'il faut. Voilà, il faut être sur tous les curseurs la femme idéale. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il y a des domaines, c'est bon, c'est pas grave, on peut un peu lâcher la... Fait pas de mal, on peut lâcher un peu la bride. Là-dessus, les croyances qui sont associées, c'est que si je réussis pas partout, je vaux rien. C'est vraiment pareil, c'est on-off. Hein. C'est soit les curseurs, ils sont à 100% partout, soit je suis vraiment la dernière des losers. Il n'y a pas de juste milieu. Je dois toujours en faire plus pour être légitime. C'est-à-dire que même si j'ai réussi quelque chose, ah, j'aimerais bien faire un peu plus. Quoi. Faire 110%, quoi. Toujours le zèle.
Et la dernière croyance, je peux pas me permettre d'échouer. C'est si je fais une erreur, c'est terminé. C'est j'abandonne tout, je lâche tout, mais la moindre erreur sera fatale. Donc là, les conséquences, on est toujours sur du surmenage. Le super-héros, il risque beaucoup le burn-out, des difficultés à trouver du plaisir dans la réussite, parce qu'en fait, tu auras beau faire 15 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, ben dans ta tête, tu te diras: «OK, ben j'aurais pu faire 20 000 en fait». Bah 15 000 d'accord, mais enfin, va falloir les faire le mois prochain aussi, hein. Tu jamais là à savourer en fait. Tu savoures pas et tu te dis: «Bah ouais, mais un peu plus quoi en fait, faut aller chercher ailleurs, faudra le refaire, c'est peut-être un coup de bol». Donc non, faut savourer et surtout l'incapacité à dire non, la surcharge des responsabilités. Donc là, souvent, ce qu'on se dit, c'est: «Si je ne réussis pas tout ce que j'entreprends, sans jamais faire d'erreur, je ne suis pas légitime. Je suis un imposteur». Cinquième et dernier profil, le génie naturel. Alors celui-là, il est un peu plus rare, mais le blocage, c'est, la peur de l'effort, assez étonnant et la peur du regard des autres. Tu pars du principe que, en gros, tu vas pas y arriver. C'est une enfance où on était valorisé pour les talents innés, mais pas pour les efforts, OK? Des expériences où une difficulté, a été perçue comme un échec ou des croyances que les personnes douées, elles peuvent réussir sans travailler. C'est en gros, tu l'as en toi ou tu l'as pas. De se dire, par exemple: «Oui, mais moi j'ai pas de facilité». Il y a des gens, ils naissent entrepreneurs, ils naissent confiants, donc si j'ai pas confiance en moi, je pourrai jamais l'avoir. Donc autant pas y aller parce que c'est pas inné. De se dire qu'on peut pas travailler sur soi, on peut pas évoluer, c'est ma personnalité et puis c'est comme ça, tant pis pour moi. Donc là, les croyances qui sont associées, c'est que, bah, si je dois travailler dur, c'est que je suis pas vraiment talentueuse dans le fond. Tu vois? Ça devrait être naturel chez moi et que ça devrait pas être dur. Les gens vont se rendre compte que je suis pas si intelligente que ça, parce que j'ai dû apprendre des choses. J'ai dû travailler sur moi. C'était pas naturel, donc c'est pas vraiment moi qui suis légitime. C'est la moi qui a appris des choses. Et le dernier point, c'est les choses devraient être faciles en fait pour moi. Ça devrait pas être si dur. Et tout simplement, on va un peu s'auto-saboter et on va se dire: «Ça sert à rien que j'y aille, parce que si je dois tant travailler que ça, pardon, c'est que je suis pas capable de base». Celui-ci est un peu plus particulier, un peu plus rare, mais j'observe quand même pas mal de monde qui pense ça. J'avais une cliente notamment qui avait un blocage sur, la comparaison à ses parents et qui du coup avait des parents, très débrouillards. Donc un des 2 parents était super intelligent et l'autre parent était hyper débrouillard, c'est-à-dire logique, toujours avoir la petite idée de bricoler le machin comme ça et tout, toujours avoir la culture quoi, le truc. Les 2 parents se sont super bien débrouillés, ont eu du coup des belles carrières, mais grâce à leur talent inné en fait, on va dire. En tout cas, c'est ce que ma cliente croyait et donc elle s'est toujours dit: «Mais en fait, moi à côté, je suis obligée d'apprendre, donc ça veut dire que en fait, je suis nulle quoi, je suis légitime de rien» et dès qu'elle réussissait quelque chose, elle se disait: «Oui, mais c'est que c'était pas difficile en fait, c'est que» voilà, elle partait toujours du principe qu'elle allait pas y arriver. Donc ça peut se rencontrer. Donc là, les conséquences, ça va être qu'on va éviter les défis par peur d'échouer. Donc dès qu'on est face à quelque chose, on va dire: «Non, non, mais je vais pas y arriver, donc je vais même pas commencer en fait. Je veux même pas me voir moi face à l'échec. Je le supporterai pas. Donc je préfère décider que ça s'arrête maintenant, plutôt que mettre de l'espoir dans la réussite et que je réussisse pas. Le sentiment de frustration quand un projet va demander du temps ou des efforts. On va se dire: «Putain, mais j'aurais voulu que ce soit plus simple. Pourquoi c'est pas facile pour moi, sérieux? Pourquoi les autres, ça a l'air facile et moi, c'est dur?» Et un problème d'engagement à long terme, donc une tendance à abandonner. Donc par exemple, des personnes qui montent un business, ça marche pas dans les 2 premiers mois, donc on abandonne, on essaye de créer autre chose. OK? Ce côté un petit peu, syndrome de l'objet brillant, à se dire: «Je vais aller vers autre chose, ça a pas marché tout de suite, donc c'est que ça peut pas marcher». Donc là, ce qu'on va se dire, c'est: «Ça sert à rien. De toute manière, je vais pas y arriver, je suis pas légitime, donc autant pas faire, autant pas commencer». OK? Donc ça va être vraiment les profils que l'on retrouve le plus souvent. Donc les blocages que l'on retrouve, derrière le syndrome de l'imposteur, donc là, il y en a, je vous ai noté les principaux. Donc comme je vous le disais, le premier quand même qui ressort souvent, c'est la peur du jugement et du rejet. En gros, c'est que si, je rate ça, si je fais ça, si je réussis pas ça, je vais être critiquée donc rejetée. OK? C'est souvent donc comme je le disais, des enfances, des éducations où on devait mériter pour être aimé. On sentait que pas qu'on nous disait: «Je t'aime pas si tu réussis pas», mais on sentait quand même qu'il y avait un petit peu plus de valeur dans les yeux des gens. On avait plus de valeur si on réussissait. Le côté un peu: «Ouais, je suis déçue quoi, tu as raté tes études, franchement tu aurais pu faire un peu mieux, tu pas eu, le diplôme d'ingénieur de je sais pas quoi, tu pas réussi à faire» par exemple aussi, l'époque du bac, scientifique. Mon Dieu, mais quelle horreur ça! Il fallait faire bac scientifique pour être un petit peu l'élite du monde. Si tu faisais les autres bacs, ouais, voie de garage, quoi. C'est oh, mon Dieu, ça, moi, je l'ai senti, cette pression. Surtout si on a un grand frère, une grande sœur qui a fait bac scientifique avec les études ceci. En gros, si tu n'arrives pas à ce panier-là,
tu me déçois un peu, quoi. Donc cette peur du rejet, la peur de l'échec. Alors peur de l'échec ou peur du succès, les 2 sont liées mais différentes. Si j'échoue, je vais tout perdre ou alors si je réussis, comment je vais gérer la pression? La peur du succès, on la retrouve, hein. Des personnes qui sont éduquées avec le modèle, disant que des fois les riches sont des cons, les riches sont prétentieux, pardon pour, l'expression, que, quand tu réussis, bah, tu vas changer ou alors, je sais pas, de se dire, «Rappelle-toi d'où tu viens d'un modèle, d'un mode de vie plus modeste, perds pas tes valeurs, tu vas perdre tes valeurs si tu réussis trop» et donc on se sabote un petit peu. Ça, je le rencontre avec plein de personnes, hein, qui me disent: «Mais non, bien sûr que non, moi je veux gagner, 10 000 par mois, je bien sûr je veux réussir» et en fait non, quand on est en face du vrai moment de réussir, on se sabote un petit peu, on se met des bâtons dans les roues parce qu'on se dit: «Ouais, mais mine de rien, je vais peut-être changer, je vais peut-être pas réussir à gérer ça» et ça me fait peur, ça me fait flipper. Donc là, les origines, ça va être une éducation, où l'échec c'était sanctionné, ou des expériences qui ont pu être traumatisantes, hein, d'échecs qui nous ont suffisamment marqués, qui ont été difficiles, où on a pu tout perdre, hein, perdre une société, hypothéquer la maison, perdre la maison, divorcer, perdre plein de trucs, où on se dit, bah, en gros, l'échec, j'aime pas trop ça, quoi. Ça laisse une trace dans notre cerveau. Donc, toutes ces peurs-là, elles sont hyper puissantes, et ça fait appel donc à ce que je vous disais tout à l'heure, le système du l'amygdale qui se met en route, mode de survie, et donc là, plus rien qui se passe, on réagit à chaud et on a juste besoin de survivre. On a besoin de rester dans du confort parce que ça fait vraiment très très peur et c'est très inconfortable. Troisième point, l'estime de soi qui est fragile. Donc là, ça va être par exemple, je suis pas assez bien, je suis pas assez talentueuse, je suis pas assez intelligente, les autres sont meilleurs que moi. Je sais pas, par exemple, je suis bête, je suis vraiment bête par rapport aux autres, je le sais, j'ai pas eu tel diplôme, très souvent aussi. Les diplômes ressortent, j'ai pas de certification, je me sens pas intéressante. Donc là, beaucoup la comparaison, le manque de reconnaissance dans l'enfance aussi. Je parle beaucoup de l'enfance, hein, mais ça peut aussi être des choses qui arrivent au cours de notre vie. Mais voilà, tout ce manque de reconnaissance, faible estime de soi que l'on peut retrouver aussi dans le perso. Moi, je l'ai vécu. J'avais pas confiance en moi dans le pro et je me rendais pas compte que ce blocage-là, il m'impliquait aussi, il était dans le perso aussi. J'arrivais pas à faire du vélo. C'est débile, hein, mais je savais pédaler. J'avais pas confiance en moi. Moi, j'habite dans la campagne profonde. Chez moi, faire du vélo, c'est dans les bois, avec des racines, des cailloux, de la boue, enfin voilà, on se casse la figure. J'avais tellement peur d'être en position d'échec et d'être rejetée très bêtement par mon mari, c'est bête, hein, je me confie, que du coup, je me disais, bah, je préfère me saboter un peu et je vais faire croire que, je sais pas, j'aime pas le vélo, c'est nul, j'aime pas être dehors, voilà, je trouvais des trucs débiles. Alors j'adore ça parce que j'avais peur d'être dans cette position. Comme j'avais pas confiance dans le fait que je pouvais apprendre à gérer le vélo dans la forêt et tout, un peu le VTT, un peu, voilà, j'avais pas confiance en moi, donc je me disais, je vais tomber, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Et mon mari, du coup, va se rendre compte que je suis nulle. Il va vouloir divorcer, c'est obligé pour le vélo. Sauf que mon cerveau, lui, il a vraiment fait ce raccourci, ok. Donc, du coup, c'était une angoisse pour moi. Et ce manque de confiance, il était aussi dans le pro, comme quoi ça touche toutes les sphères. Autre point, le perfectionnisme excessif. On l'a dit tout à l'heure, si c'est pas parfait, ça vaut rien. Ça, c'est un environnement exigeant, des parents qui valorisaient, enfin des parents, des profs, des amis, un corps de métier qui valorise que les résultats parfaits. C'est vraiment, voilà, tu sens que quand ils parlent aux autres, ils vantent tes mérites. Ouais, voilà, elle a eu 20 sur 20 à son examen, je suis trop fière d'elle et tout. Tu sens que si tu as 19, tu les déçois. Même s'ils te le disent pas, tu as l'impression que tu vas les décevoir. Donc du coup, il faut de la perfection pour jamais les décevoir. Dernier point, l'incapacité à reconnaître sa valeur. Si j'y arrive, c'est que j'ai juste eu de la chance. C'est pas vraiment grâce à moi. C'est que c'était facile. Celui-là, il fait très mal. Celui-là, il est très dur. Très, 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 très dur. Ça peut venir de mentors, de parents qui ont minimisé nos réussites, de profs qui ont minimisé nos réussites. Une éducation, il fallait être humble. Redescends sur terre, c'est bon, t'as réussi, mais enfin, calme-toi. C'est bon, c'est pas non plus. T'as pas non plus soigné le cancer, hein, ok. Je suis d'accord, il faut toujours avoir un petit peu ce côté humble dans ce qu'on fait, mais il faut quand même aussi réussir à se dire, et moi j'ai réussi ça, je suis fière de moi aujourd'hui. C'est pas encore une fois se vanter, c'est pas être prétentieuse que de se dire, je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce que j'ai fait. Alors peut-être qu'à un moment donné il y a eu de la chance, peut-être qu'à un moment donné il y a eu la rencontre qui a fait que, mais si je n'avais pas provoqué tout ça, si j'étais pas là l'élément principal, ça n'aurait jamais été, ça ne se serait jamais fait. Donc tout ça, c'est quand même au fond grâce à moi. Donc je peux quand même être fière un petit peu. Donc arrêtons de se dire que c'est que c'était pas si compliqué que ça. Si ça l'était, tu as juste réussi, sois fier de toi. Sois fier de chaque chose. Et il n'y a pas besoin
d'être fier que quand c'est des énormes réussites. Demain, par exemple, tu arrives juste à, je sais pas, mettre en place une routine que tu n'arrivais pas à faire avant, ou tu as réussi à créer un post Instagram alors que tu n'aimes pas ça. Bravo, bravo, tu te félicites. Et aujourd'hui, j'ai fait ça. D'habitude, je repousse. Je suis fière de moi aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Et ça met dans une vibe très positive, qui est très porteuse. Donc, c'est important. Dernier point. Après, promis, j'arrête de parler. Je parle beaucoup, je suis désolée. Il y a toujours tellement de choses à dire. Pour moi, comment est-ce que ça se dépasse? Parce que oui, tout ça, on va avoir l'impression que c'est une personnalité, que c'est ancré en nous. Oui, ça l'est, c'est une vérité qu'on s'est construite. Cette vérité, on peut totalement l'exploser, hein. Le cerveau, si on peut lui faire croire des choses dans un sens, on peut lui faire croire dans l'autre. Tout est possible. On peut déconstruire des fonctionnements, des blocages, des vérités, des pensées à n'importe quel âge. Il n'y a pas de non mais moi ça fait trop longtemps, non mais moi c'est trop ancré en moi, ça ne marchera pas. C'est pas parce que même ça n'a pas marché par le passé que ça ne marchera pas dans le futur, il faut juste la bonne méthode. Et la bonne méthode, c'est celle-là. Dans un premier temps, c'est d'identifier le blocage. Ça ne sert à rien de tester une technique si vous n'avez pas compris pourquoi vous aviez un blocage. Ça serait juste mettre un pansement sur une plaie ouverte. On ne met pas de pansement sur les plaies ouvertes ici. On nettoie la plaie, on la confronte, on va où ça fait mal. Ça pique un peu, mais on sait pourquoi on le fait. Donc on va aller en profondeur dans le blocage. Pourquoi? Comment? Quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je pense ça? Admettons, donc là, je vous ai mis un exemple ici pour illustrer un petit peu ça. Vous allez avoir le PDF, vous inquiétez pas. Là, c'est un blocage, par exemple, si j'arrive pas à parler de mon prix, je suis en phase de closing et je me sabote un petit peu. J'ai un petit peu cette peur de l'échec, que la personne me dise non. Donc, du coup, par exemple, je suis à l'aise avec mon prospect, mais dès qu'il faut parler de moi, de mon offre, d'aller au moment du prix, je bloque. Et donc, du coup, je vais éviter la conversation. Je vais chercher un peu à fuir au lieu d'aller au bout de l'échange. Il y aura un malaise physique, peut-être battement du cœur, chaleur, boule au ventre, pression dans la poitrine, etc. Donc là, d'aller comprendre, en fait, on s'observe, on se rend compte qu'il y a ça qui se passe. Ok, donc là, il y a peut-être un blocage. Donc, quand, quoi, comment, voilà, j'essaie de décrire ce qui se passe, de comprendre le moment où il y a le blocage, et je vais mettre des hypothèses. Qu'est-ce que ça, d'où ça peut venir? Une peur du rejet. Par exemple, si cette personne me dit non, je vais me sentir nulle, je vais avoir l'impression que tout ce que je fais, c'est pour rien, et je vais tout remettre en question. Une peur de ne pas être assez, une croyance limitante sur l'argent, c'est mal vu de parler d'argent. Je ne veux pas être perçu comme quelqu'un qui vend, c'est agressif, j'ai pas envie de parler d'argent. Le syndrome du solo ou de l'expert, il faut que j'en fasse plus avant de mériter d'être payé. Par exemple, tu viens de te lancer il y a 3 mois et tu considères que non, c'est pas maintenant que tu peux avoir des clients, tu réussiras que quand ça fera 1 an, par exemple. De trouver vraiment ce qui résonne avec toi, d'essayer de comprendre pourquoi tu penses ça. À quel moment tu as commencé à le penser? Est-ce que tu le penses depuis ta plus tendre enfance ou est-ce que tu as l'impression, ah ben non, c'est que depuis que je me suis lancée dans X projet que je le pense ou depuis qu'il m'est arrivé ça? Donc vraiment, l'identification, c'est une phase très, très, très profonde d'introspection. Le but numéro 2, c'est de trouver l'origine. Une fois qu'on a identifié le blocage, qu'on comprend à quel moment on bloque et pourquoi, d'où ça vient, c'est la deuxième partie. Donc les pistes, est-ce que ça vient de mon éducation, d'expérience, de modèles autour de moi? Il faut qu'on prenne un moment pour voir quand ce malaise se fait. Donc avec la vente, avec l'argent, avec n'importe quoi, quand est-ce que ça a pu commencer à s'ancrer en nous? Là, c'est un peu plus long cette phase. Il faut vraiment aller replonger dans ce qu'on n'aime pas, aller remuer les moments qu'on a voulu un peu enterrer du passé. Mais est-ce que est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que c'est l'expérience, etc. Donc vraiment comprendre l'origine. Ça, pour moi, les 2 premiers points les plus importants. Sans ça, vous ne pouvez pas déconstruire la croyance. Vous ne pouvez pas avancer. Vous allez faire ce que j'appelle un peu voilà, le fameux pansement. Vous allez prendre une formation sur Internet, le e-book pour casser mes croyances limitantes. Vous allez regarder 5-6 vidéos YouTube, ça va trop vous aider. Vous allez avoir plein d'outils. Mais vous ne savez pas vraiment quel blocage vous allez déconstruire parce que vous n'avez pas fait cette phase d'introspection. Donc ça, c'est vraiment le point le plus essentiel. Point numéro 3, on va déconstruire la croyance. Donc là, si ton blocage, par exemple, c'est si la personne en face de moi dit non, ça veut dire que je ne vaux rien. Ok. Donc là, on va essayer d'identifier la fausse croyance derrière, c'est que le refus, c'est un rejet personnel. On va déconstruire. On va essayer de s'apporter des exemples et des contre-exemples pour venir invalider cette croyance-là. Et on va construire une nouvelle pensée aidante, une nouvelle vérité. Et cette nouvelle vérité, ça peut être par exemple, le non, c'est pas un non à moi, c'est juste le non à une situation, à mon offre à ce moment-là, c'est une question de budget, etc. C'est pas moi qui suis rejetée, c'est mon offre, donc c'est pas voilà, c'est pas ma valeur à moi qui est mise en cause. Et donc du coup, on va maintenant se rééduquer avec cette nouvelle vérité, ce qui amène au point numéro 4. On va venir ancrer la nouvelle vérité. Cette nouvelle pensée aidante, il faut que tu l'intègres dans ta vie. En gros, le déclic, c'est bien, mais le déclic, il ne fera pas tout. Le déclic, il va falloir venir le manger, mais toute la journée, à toutes les sauces. On peut lobotomiser un cerveau, vraiment. Si on regarde d'un peu plus près le fonctionnement des sectes, on peut lobotomiser un cerveau. À partir du moment où on te répète tous les jours quelque chose,
tu vas le penser, hein. On le voit même, par exemple, si on interroge des personnes qui font, du bodybuilding, OK? Donc qui ont des corps massifs, extrêmement musclés, le corps dont ils rêvaient il y a quelques années avant, quand on leur demande, ils se voient maigres, OK? Ils se voient, toutes plein d'imperfections. Pourquoi? Parce que du coup, tous les jours, ils se répètent: «C'est pas assez». Si tous les jours, cette personne se répète: «C'est énorme ce que j'ai fait, c'est un travail de malade, je suis arrivée à un résultat qui est super satisfaisant, qui a même dépassé mes attentes», bah, la personne se verra vraiment telle qu'elle est. On le voit avec donc ce qu'on appelle la dysmorphophobie, hein. Tous les jours, si tu te répètes que tu es grosse devant le miroir, tu vas commencer à transformer ta perception de toi dans le miroir. C'est quand même puissant le cerveau. Donc par contre, si on le fait dans l'inverse, dans du positif, pour une fois, on va lobotomiser dans le bon sens. Si tous les jours on se répète, OK, le non, c'est pas un non à moi, c'est pas un rejet, j'ai ma valeur, je sais ce que je vaux, au bout d'un moment, ton cerveau va se dire, OK, elle nous le répète tous les jours, OK, on y croit, elle a de la valeur, il n'y a pas de problème, on y va, c'est parti. Donc ça, il y a une méthode très simple qui a été développée par Émile Coué, qui consiste à se répéter les trucs toute la journée. Voilà, si tu te le répètes, au bout d'un moment, tu vas le croire. C'est tout simple, c'est vraiment un exercice hyper actionnable que vous pouvez faire dès demain matin, de vous répéter une phrase. Je suis forte, je vais y arriver, je mérite ma réussite, je mérite ma réussite, je mérite ma réussite. Tu te le répètes 25 fois le matin, tous les matins pendant 3 mois. Vraiment, au début, tu n'y crois pas. Au début, c'est aberrant. Mais au bout d'un moment, promis, ton cerveau va se dire OK, je vais commencer à me dire qu'elle a raison. Donc ça, c'est des choses qui sont très simples. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue avec des techniques dans tous les sens. Il y a juste besoin de ce genre d'application. On déconstruit, on comprend d'où ça vient, surtout. On comprend le blocage et d'où il vient. On le déconstruit. On reconstruit une nouvelle vérité qui, celle-ci, nous porte, qui nous pousse, qui est positive. Et cette vérité-là, eh bien, on l'intègre dans notre vie. On ne met plus de doute. À chaque fois, on se prouve que oui, je réussis. Dès qu'on fait quelque chose, eh bien, bravo. Bravo à moi, j'ai encore réussi un truc, ça me prouve que j'ai de la valeur, tu vois. Rien que ça, je l'ai fait, je suis trop fière de moi. Aujourd'hui, j'ai dépassé telle peur, je suis trop fière de moi. C'est super ce que je fais, tous les jours, ce que je mets en place. On, on, comment dire, on célèbre beaucoup. On célèbre les petites choses, les grandes choses, les moyennes, on célèbre tout. Et quand on fait une erreur, qu'on rate quelque chose, au lieu de se dire bah, c'est normal, c'est nul, c'est moi, je suis nul, je le savais, de toute façon que j'allais retourner de. Voilà, je ne pouvais pas réussir, c'est non, c'est pourquoi j'ai pas réussi. J'ai un esprit d'analyse plutôt que de critique. Pourquoi j'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? La prochaine fois, je vais essayer autrement. C'est pas grave, même les plus grands tombent. Même les plus grands, hein. Vous en avez des exemples partout, hein. Je crois que c'est l'écrivain d'Harry Potter qui a été rejeté 10 ou 12 fois avec son livre, alors que maintenant, je crois que c'est le livre le plus lu au monde. Donc, voilà, tout le monde rate à un moment donné, même les plus grands. Donc ça, vraiment, répétez-le vous. Donc vraiment, les mots de la fin, c'est plus on répète, plus le cerveau accepte de nous croire, mais il faut y croire. D'abord, nous, changer notre façon de voir les choses, y croire et se le répéter. Et surtout se dire que personne ne peut venir éteindre le feu qu'on a en nous. On a un feu qui brûle en nous, un petit feu, des fois il est timide, mais il peut grandir, c'est lui qui nous réchauffe. Si on vient nous-mêmes jeter un petit peu d'eau dessus tous les jours, c'est pas bon. Par contre, si tous les jours, ben, on fait en sorte que ce feu, on le protège, on le ravive et on laisse surtout personne l'éteindre, là, on va aller loin. Là, on va aller décrocher des étoiles parce qu'on mérite toutes de décrocher des étoiles et on peut vraiment y aller. Vraiment. Il n'y a pas de destinée. Hein. Il n'y a pas telle personne est destinée à réussir. Moi, je suis destinée à un petit avenir. Si tu as un rêve, tu y crois, tu t'y accroches et tu fais en sorte d'y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu trouveras un autre moyen. Mais toujours, toujours croyez en vous et gardez ce feu à l'intérieur de vous. Ce sera mon petit mot de la fin, mon petit mot de motivation. Je vous ai préparé un petit quelque chose que je ferai passer le lien, du coup, vous pourrez bien évidemment consulter tout ça. C'est un petit test pour aller voir quel est votre profil à vous d'imposteur. Déjà, si vous êtes touché par ce syndrome, et si oui, quel est votre profil? Ça va me permettre, moi, derrière, de vous prendre un résultat, un retour complètement personnalisé dans lequel je vais pouvoir vous donner des conseils adaptés, vous faire un audit. Ça, c'est vraiment ce que je prône, ce que j'ai pu mettre en place avec beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie. S'il y en a qui sont parmi vous, qui ont déjà pu suivre mes audits, je vous remercie du fond du cœur. C'est toujours des moments d'échange qui sont super intéressants pour moi. J'ai plaisir, moi, à prendre du temps vraiment gratuitement pour vous. C'est même pas je me force, pour moi, c'est un plaisir. J'ai à cœur de vous faire ces audits pour vous aider à y voir plus clair dans ce brouillard. Et donc ça peut être aussi un format pour vous, pour comprendre où est-ce que vous en êtes dans vos blocages, identifier tout ça. Donc j'ai vraiment mis au point ce test qui est très poussé, très puissant, qui va me permettre, moi, derrière, de vous dire, OK, tu es tel profil, voilà comment est-ce que quel blocage tu as en sous-jacent, comment est-ce que tu vas pouvoir le déconstruire. Ça vous permet de faire un petit peu ce début de travail de déconstruction. Donc je vous mettrai le lien.
Je vous mettrai également le lien de réservation des audits. Les audits, je vous le rappelle, c'est 100% offert. C'est 40-45 minutes ensemble où on échange. Alors, avec moi, avec des membres de mon équipe, ne vous inquiétez pas, qui que ce soit qui prenne cette visio avec vous, c'est forcément l'équipe Success Mama où on a tous les mêmes valeurs. Donc, n'ayez crainte, je suis toujours derrière, dans tous les cas, même si l'appel, il n'est pas avec moi, dans tous les cas, je suis derrière. Moi, je vérifie tous les tests, ça, c'est moi qui les fais tous. Les conseils, c'est moi qui les apporte. Les mails, c'est moi qui les fais. Les suivis, c'est moi qui les fais. Donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours derrière. Même si lors de l'audit, quelqu'un d'autre vous pose les questions, c'est vraiment pour m'aider sur la gestion du temps. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours dans les parages. Je vais revenir avec vous. Maintenant que j'ai absolument énormément parlé, que je vous ai, je pense, submergé les cerveaux. Je vous laisse à votre tour prendre la parole. On est encore dans les temps, ça va. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, je suis toute oui. Je peux regarder déjà s'il y avait des questions dans le chat. Ah, merci beaucoup. J'aime beaucoup vos retours. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Ça me touche énormément de voir que ça vous fait plaisir que je vienne passer un peu de temps avec vous. Alors, hop, est-ce qu'il y a des petites choses? Ah oui, voilà, tu vois. Donc, Alma qui nous dit chez nous, la fatigue n'existait pas, c'était un mot interdit. Ouais, très souvent, on retrouve ça, hein, où la fatigue, t'es un loser, quoi. Les gens pensent pas à mal hein, quand ils vous disent ça, ils veulent vous forger un caractère, vous disant voilà, tu vas te battre dans ta vie, tu vas être une femme forte, tu vas y arriver. Mais en fait, ça crée l'effet contraire, ça crée une telle pression. Il faudrait dire, bah, effectivement, donne tout ce que tu peux, donne 100%. Par contre, écoute ton corps quand tu es fatigué, fais une pause, parce que sinon, ça va craquer. Je comprends mieux le profil de mon conjoint sur certains points. Ouais, du coup, vous allez peut-être voir aussi dans vos chéris, dans vos enfants, dans votre entourage, des personnes qui sont un peu comme ça. Catherine qui se retrouve dans tous les profils. Ouais, c'est possible aussi que tu sois un petit peu de tous. Alors, il y aura une majorité de un profil. On n'est pas 100% un profil. Hein. On peut être 10%, 30%, 80%. Enfin, voilà. Ah, c'est bien, avec l'âge, ouais, je me repose plus, c'est bien, ouais, de pouvoir s'écouter. Bon, ce qui est bien, c'est pas d'attendre du coup le moment de non-retour pour y aller, mais se reposer dès le début. Moi, je capte mon profil et celui de mon conjoint. Moi, ça me donne envie des pistes pour éviter les galères à mes enfants plus tard. Exactement, ouais, protégeons nos enfants, c'est sûr. Si on peut faire le travail sur soi, on le fait aussi pour nos enfants. Je me retrouve aussi, purée, maintenant je comprends pourquoi je flippe du dev. Trop bien. Bac STG marketing, j'ai ressenti pareil. Super, ouais, merci Marion. Exactement ça. Il y avait des bacs, mais c'était. Il y avait des voies. Même tu partais. Moi, quand j'étais dans une école d'esthétique, il y avait des voies pro de CAP. Mais j'avais des clientes qui étaient des élèves qui étaient en reconversion, qui avaient la cinquantaine, reconversion professionnelle, qui faisaient un CAP esthétique. Elles me disaient, j'ai honte, je ne l'ai pas dit à ma famille. Il y en avait, même le mari ne le savait pas. Elles avaient honte de passer pour une esthéticienne. La nunuche de service qui est esthéticienne, quoi. On en est encore là. Et je vous dis ça, c'était en 2022-2023. Hein. C'était pas il y a. Enfin, pas 2023, non. 2021-2022. C'était pas il y a 50 ans. Hein. C'est. Voilà, bac S pour aller ensuite avec de droit. Ouais, bac S, souvent, c'était l'élite. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai fait bac S. Ça m'a servi à quoi? À rien. Aussi, j'ai fait biologie, mais bon. Cette masterclass, c'est une pépite. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup, beaucoup. Ça me touche énormément de lire ça. Ouais, il y aura un replay. Vous inquiétez pas. Comparaison excessive. Ok, ouais. Gilles, ouais, qui nous parle de la comparaison. Ça, c'est hyper prenant dans nos vies. Merci beaucoup, toujours aussi pétillante. Ah, merci Cathy. J'essaye. Hein. Vous savez, moi, c'est nature avec moi. Hein. Je me modifie pas pour les visios. Je suis esthéticienne et quand j'ai fait mes études, j'avais un bon niveau au collège et ils m'ont jamais voulu laisser y aller. Ouais, non, mais c'est aberrant ça. Hein. Ils m'ont mis en privé. Ouais, Laurie. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ça. Hein. C'est dommage hein, d'en arriver là, de se dire qu'on te dit ah non, gâche pas ton potentiel. Mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est dommage. Trop bien. Merci beaucoup pour vos retours. En tout cas, ça me touche énormément. Ça me plaît de voir que ça vous parle. Donc, ça va être hyper intéressant de pouvoir. Alors, il y a le replay de la visio, il y a le replay de visio, j'ai enregistré, il y a le PDF, il y a le test, il y a le lien d'audit, vous allez tout avoir. Vous allez revoir tout ce que j'ai dit et on peut revoir tout en individuel avec vous sur l'audit où vous allez pouvoir me dire moi, je ressens ça, ça et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Éclaire-moi. Je serai votre Madame Irma. Donc, est-ce que vous avez des questions qui vous viennent là ou des petits témoignages à nous partager éventuellement? S'il y en a qui ont envie de prendre la parole. Ça fait 11 ans que j'ai... Eh, bravo Laurie. 11 ans que tu as ta société, tu vois.
Tu peux être, hyper fier de ça. Trop bien. Bah, non, c'est vrai que le principal, c'est de se rappeler que, comme je dis tout le temps à mes clientes et même à toutes les personnes à qui je parle, la plus longue colocation que vous allez faire dans votre vie, c'est avec vous-même. Donc si vous êtes déjà pas aligné avec vous, que vous vous sentez pas bien avec vous-même, ça va être long. Ça va être très, très long. Donc au diable les pensées des autres. Alors bien sûr, on va pas froisser tout le monde, on va pas se brouiller avec tout le monde, donc on met les pincettes, on met notre petit masque social dans certains moments, bien évidemment, mais c'est pas grave, hein. Ce que pensent les autres, c'est pas grave, on peut leur prouver le contraire, on peut leur prouver plein de choses. N'ayez pas honte de vous dire de faire les choses pour les autres, faites-les pour vous d'abord, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Merci de nous aider, tu vas aider nos conseillers à amener moi. Ah, merci beaucoup. Ouais, mettre des mots sur des mots, exactement. C'est le but. C'est d'amener à la conscience. Moi, j'ai un fonctionnement qui est très scientifique. C'est d'amener à la conscience les choses. Parce que je sais qu'on peut déjouer le cerveau. Sinon, on ne pourrait pas à ce point créer les sectes, les endoctrinements. On pourrait pas, la politique n'existerait pas si on ne pouvait pas faire ça. Enfin, il n'y aurait rien du tout. Donc, si on arrive à faire penser des choses aux gens, on peut arriver à le faire dans le positif. Et moi, je veux cette vague de positif, de se recréer qui on a envie d'être. Moi, j'ai réussi avec moi. J'ai pu me transformer moi-même en changeant mes habitudes, en changeant ma façon de me voir, en travaillant mes blocages. Je suis devenue la femme que je voulais être, quoi. Il y a toujours du travail, c'est le travail de toute une vie. Mais franchement, on change vraiment. Donc, faut pas se fermer à ça. Et vraiment, vous allez voir, c'est surpuissant. Donc, moi, je suis là vraiment pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Bon, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez me les poser aussi en différé, on va y arriver. N'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram. Donc moi, c'est Pincée de Zèle. Bon, sinon, vous pouvez taper Aline Laforie, je pense que vous me trouverez. Sinon, je vous remettrai le lien de mes réseaux sociaux. Déjà, dans mes posts, il y a toujours des petits conseils que je vous partage. Vous pouvez m'écrire des DM avec grand plaisir. Vous ne me dérangez jamais. C'est toujours moi derrière, hein, que ce soit par mail ou par WhatsApp, par Insta. C'est toujours moi qui réponds. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire un peu plus en privé, je vous conseille vraiment de pouvoir réserver votre audit parce qu'encore une fois, c'est 100% offert, c'est cadeau. Et ça a déjà aidé plein de personnes suite à des masterclass et même pas que. On débloque de sacrées choses, on met des beaux plans d'action en place. Donc, je vous remettrai tous les liens. Donc, c'est avec grand plaisir. Alors, je vois qu'il y a d'autres messages qui rentrent. Ça me fait que je loupe pas des choses. Eh ben, pardon, j'ai parlé qu'à des femmes, mais désolé, on avait Gilles. Gilles, c'est le seul homme, du coup. Parce que je pense que ouais, je suis tellement habituée à travailler qu'avec des femmes. Je suis désolée, mais messieurs, si vous étiez en nombre aujourd'hui, je suis navrée de vous avoir, de vous avoir. Ouais, désolée, Gilles, excuse-moi. Ça fonctionne aussi pour les hommes, je te rassure, Gilles. Ça fonctionne, la pression est complètement là aussi. Il y a toujours, même, elles sont sur d'autres sujets. Mais il y a toujours des pressions, il y a toujours encore plus des fois sur les hommes, le côté, voilà, si tu n'y arrives pas, tu es encore plus un loser, parce que les hommes, c'est obligé de réussir. Donc, ça vient aussi. Donc, bienvenue dans ce cercle très féminin. J'espère que tu t'épanouis. Et du coup, toi aussi, hein, n'aie pas peur de prendre un audit. C'est avec plaisir que je réponds. Il n'y a pas de. Il y a pas de discrimination ici, je vous rassure. Donc, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, j'essaie de voir que j'ai rien loupé. Merci beaucoup Mélodie pour ton petit mot sur l'audit. Ça fait plaisir. Effectivement, ouais, le but c'est de vous aider au max. Donc ça c'est ma volonté 2025. Je veux changer des vies moi, donc faut y aller. Donc écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vais vous faire parvenir tout ça. Le test, ça prend 5 minutes. Il est assez intuitif pour répondre. C'est un score. Par la suite, moi, j'étudie vos réponses. Je reviens vers vous avec du coup des éléments là-dessus, parce que ce n'est pas un test immédiat. C'est moi qui vais vous donner vos réponses. Et donc, par la suite, on pourra planifier un petit temps d'échange pour donner tout ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, à m'envoyer tous les messages que vous voulez. Vous ne me dérangez jamais. J'ai encore une fois été trop contente de faire cette masterclass. Je me sens trop bien dans vos équipes. Je ne sais pas pourquoi. J'adore être avec vous. C'est toujours un grand plaisir. Donc, merci beaucoup pour votre temps, pour votre écoute, pour votre participation dans les commentaires, pour vos retours. Et j'ai trop hâte de vous retrouver dans vos audits. Donc, passez tous et toutes, du coup, une bonne journée. Et bon courage pour tout ça. Et n'oubliez jamais, on n'éteint pas le feu qu'on a en soi. Au contraire, on le ravive. Merci à tous. Passez une bonne journée et à très vite. Je ne vous lâche pas. Je reviendrai bientôt, j'espère, pour encore plus de bonnes aventures. Merci tout le monde et à très vite.